Bonsoir à tous. Nous sommes là pour le 4e épisode. Céline, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous, Céline? Effectivement, eh bien ça va bien, merci. À l'approche de Noël. Et vous? À l'approche de Noël, bien, merci, comme vous. Et comme, je dirais, la plupart, sinon la totalité des Françaises et des Français. Effectivement, dans le cœur en tout cas. Oui. Alors, aujourd'hui, nous revenons pour Je vous cette entends très mal, quatrième. Céline, excusez-moi, j'ai un souci de... Si vous Ah, pouvez peut-être parler un peu plus fort. alors, j'ai rapproché mon micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Un petit peu mieux, allez-y, c'est bien comme ça. Je peux pas faire davantage, ou alors je hurle, hein, et ça va être compliqué pour les autres. Ah, Allez-y. donc, pour cette quatrième capsule, nous aurons 23 nouvelles questions. 23 questions qui nous ont été soumises encore sur ces derniers jours et puis que nous avons récupérées en tout cas sur tous nos supports. Donc, c'est des questions qui tiennent vraiment à cœur à tout le monde, j'imagine. Alors, on va repartir sur la 80e question. Et la première que tout le monde se pose. Philippe Argillier, répondez-vous à l'appel des Françaises et des Français en vous proposant de nous représenter pour 2022? Quelle question. Effectivement, j'ai toujours dit que je répondrais à l'appel des Françaises et des Français. On y est très proche. Euh, c'est vrai que cette censure a, a été très difficile car je n'ai pas pu accéder à une grosse majorité de la population. Mais maintenant, c'est vrai aussi que la plupart des gens qui me suivent aujourd'hui, à 80, je ne vais pas dire 100%, mais 99,9%, me demandent effectivement de répondre à leur appel. Donc, c'est pas que je veux faire tenir le suspense. Très clairement, très prochainement, je vais devoir me prononcer et je vais devoir répondre ou pas à cet appel. Maintenant, j'aurais souhaité qu'il y ait plus de monde auquel je puisse accéder, mais de toute façon, rassurez-vous, ce sera très prochainement que je donnerai, que j'annoncerai officiellement ma démarche. Merci Philippe. 81e. Le SMIC va-t-il évoluer lorsque vous serez chef d'État? Immédiatement, sous une échéance très rapide, étant donné que je reprendrai les comptes de la France, non pas limités à l'intérieur de nos frontières, mais je le répète, bien à l'extérieur de nos frontières, il y aura suffisamment de fonds qui seront de retour dans notre pays pour que je puisse effectivement augmenter le SMIC. Et alors, à titre indicatif, sur quel barème, quels critères vous allez vous baseriez pour pouvoir revoir cette augmentation? Est-ce que ce serait le coût de la vie parce que tout est beaucoup plus cher de toute façon, ou est-ce que le reste baissera et du coup on pourra trouver un équilibre? Qu'est-ce qui serait pour vous le plus judicieux et le plus acceptable pour que tout le monde puisse vivre dignement? Je pense que ce sera un équilibre des deux. À cette minute, je ne pourrai pas répondre d'une façon très précise, car je n'ai pas à cette minute non plus les éléments pour pouvoir y répondre. Par contre, je peux vous confirmer, car ceci a déjà été longuement préparé, je le répète, depuis 2015, qu'il y aura une augmentation du SMIC qui sera très significative. Ça, je peux vous le garantir. Maintenant, le montant exact, à cette minute, je ne pourrais pas vous le dire. Merci. Le RDH a-t-il prévu le retour des biens publics, autoroutes, parkings, aéroports, patrimoine culturel, etc., etc.? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faudra bien étudier la chose parce que il faudra surtout entreprendre, je ne vais pas dire des négociations, mais avec les parties en question, avoir une discussion très franche, très directe et très transparente. De toute façon, la décision finale, ce sera moi qui la prendrai, directement liée pour les Françaises et les Français.
donc, une fois de plus, c'est une réponse que je ne peux pas vous donner précisément. Cela sera par rapport au timing de ce moment-là, mais de toute façon, la décision sera toujours placée pour le bien-être des Françaises et des Français. Très bien. Autre question. Le RDH va-t-il rendre public les contrats de Big Pharma et autres qui sont si opaques à la population, pour la population? Très clairement, si c'est nécessaire, on le fera, oui. La transparence, je répète, à partir du moment où il est important et opportun que les Françaises et les Français aient accès à ce genre d'informations, oui, ce sera mis en audit total, en transparence totale. Je confirme. Merci. 84e question. Alors, tout autre, hein. Que pensez-vous de Monsieur Attali? Pourquoi peut-il dire que ce sera une femme la prochaine présidente? Quel pouvoir et quel rôle a-t-il pour pouvoir jouer on va pas aller jusque-là, mais dire les Nostradamus de l'Élysée? Écoutez, Jacques Attali, c'est un historique qui démarre avec François Mitterrand. Il était son conseiller, sinon un des conseillers les plus proches. C'est un peu l'homme de l'ombre de l'Élysée. C'est un peu le Nostradamus de l'Élysée, bien qu'un Nostradamus sur des données bien précises. Jacques Attali a été aussi responsable en grande majorité d'avoir Emmanuel Macron aujourd'hui comme président. C'est lui-même qui l'avait présenté à François Hollande. On l'appellerait aussi l'éminence grise. Donc c'est un monsieur qui a des informations qui sont tout à fait véridiques. Et ensuite, de par son analyse et l'expérience qu'il a, certains de ses pronostics peuvent être effectivement valables. Mais il fait partie du système. C'est un ancien des anciens et qui probablement aurait beaucoup de choses à dire sur le passif de notre gouvernement. Je sais très bien qu'il ne le fera jamais. C'est assez effrayant quand même, hein. Vous savez, ce que nous vivons à cette minute, je dirais, est encore plus effrayant que Jacques Attali, bien que c'est dans la même lignée. Aujourd'hui, on est pratiquement à la veille d'un pass vaccinal. C'est même plus effrayant. C'est littéralement, c'est criminel. Hein. Donc, c'est-à-dire pour tous ceux qui ne sont pas vaccinés, nous sommes quoi, des lépreux, des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, on va nous montrer du doigt et on va nous interdire tout accès dans tout lieu public. Pour celles et ceux qui ont pris conscience et qui refusent le vaccin, c'est un génocide, c'est criminel. Mais on va voir ce qui va se passer dans les mois prochains. Vous savez, je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu personnel, mais mon père, le commandant Charles Argilier, m'a toujours dit « Tout tremble, mais rien ne bouge ». Alors sachez que, effectivement, tout tremble autour de vous, mais je peux vous rassurer qu'au sein du RDH, rien ne bouge. C'est d'ailleurs devenu presque notre dicton au RDH. Exactement, Céline. 85e question. Suite à vos échanges avec les généraux américains, quelle est la situation avec Donald Trump aujourd'hui et de l'appel que vous lui avez lancé? Où est-ce que ça en est? Mais écoutez, je finis ce live. J'ai un autre live qui démarre, que vous allez pouvoir suivre d'ailleurs. C'est Nation in Action qui est en train de le programmer. Je pense que je vais le faire aux alentours de 2-3 heures du matin. C'est justement à cet effet. C'est pas qu'on joue au chat et à la souris. Hein. Donald Trump est en position de, entre guillemets, transit, d'attente. Il est en train de voir un peu ce qui se passe au Rassemblement des droits de l'homme, quelle va aussi être ma décision, si je valide ou pas ma réponse aux Françaises et aux Français. Donc c'est un peu une situation d'attente. Mais sachez que nous sommes plus que jamais en contact avec aussi bien ces généraux américains et encore d'autres personnalités qui sont afférentes au gouvernement américain.
Excellente nouvelle. 86e question. Le RDH fera-t-il reconnaître les diplômes hors de l'Europe, en dehors de l'Europe, notamment dans le domaine médical? Mais finalement, ça s'applique absolument à tous les domaines, y compris l'éducation. Enfin, ouais, il n'y a pas de limite là-dedans. Alors, est-ce que je comprends bien la question? Ce sont des diplômes français vers l'extérieur, des diplômes étrangers vers la France? Ouais, ce sont les diplômes qui sont au sein même de l'Europe. Est-ce qu'ils vont pouvoir, toutes ces personnes pourront exercer aussi en dehors de l'Europe avec ces mêmes diplômes? Il est vrai que, et d'ailleurs, fréquemment, il n'y a pas d'équivalence d'un pays à l'autre et des gens qui sont surdiplômés dans leur pays ne peuvent pas trouver de métier dans un pays étranger parce que leur diplôme n'est pas reconnu. Écoutez, moi, sachant que les fondations du Rassemblement des droits de l'homme, n'étant pas un parti politique, avant tout un mouvement humanitaire, si pour le RDH, il n'y a pas véritablement de frontières. C'est vrai que la concentration se fait pour la France au départ, avec probablement notre pays allié, les États-Unis. Mais oui, pourquoi pas? C'est pas parce que quelqu'un a un diplôme en dehors de nos frontières que ce ne sera pas reconnu ici en France. La valeur de l'être humain ne se limite pas par rapport aux frontières que nos sociétés ont établies. Merci. Quelle sera la place de la défense animale dans le cahier des charges, avec tout ce que cela englobe, l'élevage intensif, l'expérimentation animale notamment? Alors, une priorité absolue, je vais vous dire, nos compagnons, sans doute parmi les êtres les plus chers qui nous entourent en ce qui concerne au niveau des animaux, les chiens, nos chats et autres, hein, des gens, des serpents, Lapin. c'est sûr que cela fait partie d'une priorité, car on ne peut fermer les yeux sur ce qui se passe, et certaines fois des choses abominables. Oui, donc ça fait partie entière de notre cahier des charges, les animaux, bien évidemment. Et heureusement qu'on les a d'ailleurs. Tout à fait. 88e question. Pensez-vous rendre remboursables les médecines alternatives? Parce qu'elles contribuent quand même au maintien de la bonne santé et à la prévention, et ce qui diminue finalement le coût des dépenses de santé publique. Totalement, totalement, c'est à faire, c'est même une priorité. Je dirais que j'envisagerais, sous une échéance de moins de 12 mois, de mettre ça possible dans le système. La prévention est indispensable, si ce n'est vital, mais bien évidemment, la prévention ne fait absolument pas partie de l'agenda de ceux qui nous gouvernent, car ceux qui nous gouvernent sont là pour les big pharma et pour tout ce qui fait partie du gouvernement de l'ombre. Donc la prévention va à l'encontre même de leurs intérêts. Mais étant donné que le Rassemblement des droits de l'homme n'a aucune attache, aucune association, aucun lien avec ce gouvernement de l'ombre, donc nous ferons en sorte que la prévention devienne prioritaire en ce qui nous concerne ici en France. Et oui, ce sera remboursé totalement. En 2022, quels seront quel sera même votre premier acte en tant que chef d'État? Je fais sauter tout ce qui touche à ce Covid-19. Je l'ai annoncé il y a quelques jours, à savoir, s'il y avait un pass vaccinal, bien évidemment, saute, je dirais, dans l'heure qui suit. Tout ce qui est vaccin aussi et rappel, dans l'immédiat, sera interdit. Il y aura un audit, un véritable audit qui sera fait à ce moment-là, qui sera demandé par le gouvernement français sur l'historique de ce virus, qui, je vous le rappelle, il faudra que ce soit un audit bien précis, car malgré tout, bien que nous n'avions absolument pas participé à cet agenda, mais malgré tout, nous savions qu'il y avait quelque chose qui se préparait déjà en fin décembre 2014-2015. Donc, pour le gouvernement français, il faudra d'abord prouver que l'origine de cette pandémie et ensuite, véritablement, ces injections. Il y aura un audit total qui sera demandé au laboratoire Pfizer et autres, Johnson Johnson.
Et tant qu'on ne me prouve, tant qu'on ne me prouve la validité effectivement de cette injection, rien ne sera autorisé sur le pays. Et de toute façon, une chose est certaine, hein, il y a encore 2 ans et demi ou 3 ans en arrière, n'importe qui vous aurait dit, même votre propre docteur, un virus va arriver, on va vous trouver un vaccin et on va vous l'injecter et ce vaccin n'aura aucun recul, alors qu'on sait très bien qu'il faut entre 5 et 8 ans. Tout le monde aurait dit, mais jamais j'accepterai cette injection. Donc, on partira sur ce principe-là. Donc, ma priorité sera de pouvoir rendre une liberté d'être et de penser aux citoyennes françaises et français, et aussi avec cette histoire de Covid et de passe, ils seront libres, plus de masques non plus. Et puis, on gérera la situation. Et vous verrez que probablement, les véritables comptes et quotas de l'État seront faits d'une façon tout à fait transparente et peut-être même la France sera à ce moment-là peut-être un des pays, sinon le premier pays, où le taux de grippe remontera d'une façon tout à fait normale et le Covid, avec en plus la prévention qui sera mise en place, ça fera partie de notre histoire. Permettez-moi de vous dire que c'est le rêve absolu de toute personne aujourd'hui en France, hein, je pense. Mais écoutez, je l'espère. Et de toute façon, pour ceux qui ont déjà été injectés et tous les rappels, même pour ceux qui voudront à ce moment-là le faire, il ne sera plus autorisé. Donc ce sera le monde à l'envers. On sera complètement à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui si effectivement je deviens chef d'État en avril 2022, en ce qui concerne cette Covid-19. Merci beaucoup. 2022, toujours, vous êtes chef d'État. Quel est votre premier interlocuteur à l'étranger? Est-ce que ce sera les États-Unis? Vous m'avez demandé quel sera mon premier interlocuteur avec l'étranger? Oui, premier appel téléphonique, première rencontre Écoutez, étrangère. j'en aurai plusieurs. Les Américains seront sans doute le premier, mais il y aura sans doute notre très cher Vladimir, et puis d'autres personnes. Mais les appels que je vais faire seront tout à fait autres de l'habitude, de ce qu'ils ont l'habitude de recevoir jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, ce sont des élus présidents qui les appellent pour recommencer, pour faire perdurer le blablabla diplomatique qu'ils ont toujours connu jusqu'à présent. Là, ce sera un autre univers. Ce sera Philippe Argillier qui appellera en tant que chef d'État de la France en disant bon, mais messieurs, bonjour, madame, bonjour. Vous savez, j'imagine que vos services et vos renseignements généraux vous ont donné les bonnes informations en ce qui concerne nos activités précédentes, non pas en tant que moi en chef d'État, mais en tant que consultant. Donc, je suis très au courant des activités de votre pays des années en arrière. Donc, le dialogue sera comme la Covid, nuit et jour. J'annoncerai l'agenda, le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme. Donc, le cahier des charges des Françaises et des Français, ils devront s'y aligner, tout simplement. Alors, vous allez me dire, c'est d'une prétention et d'une arrogance inimaginable. Mais sachez que j'aurai les éléments à ce moment-là d'être prétentieux et d'avoir une arrogance totale vis-à-vis de ces gens-là, étant chef d'État, car ma priorité sera bien les Françaises et les Français. Et j'aurai bien évidemment les éléments de le faire, car je vous le rappelle, la France sera à ce moment-là aussi ancrée sur les banques de données qui seront mises à disposition pour les Françaises et pour les Français. Merci. Quel sera le ton de nos relations avec la Chine? La relation avec la Chine, vous savez, ce sera à eux d'avoir un bon ton avec la France. Moi, les Chinois seront exactement traités de la même façon que tous les autres, à savoir qu'il y aura un cahier des charges qui sera maintenu en France, qui, je vous le rappelle, est la 6e puissance mondiale. Et ensuite, par contre, avec les Chinois, j'aurai un dossier très particulier que je me concentrerai aussi, c'est sur ce qui se passe au niveau de la vente d'organes, des organes pour des êtres humains. En ce qui concerne le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme, c'est un sujet qui ne passe pas pour nous et qui devra être traité d'une façon nationale, c'est-à-dire d'un niveau d'État. Et tout Chinois qu'il soit, s'il n'accorde pas l'importance que je porterai à ce dossier, les conséquences seront là, à tout niveau, non pas limitées à la France, peut-être même étendues aux banques de données. Très bien. 92e question. Quelle est la position du RDH vis-à-vis de l'immigration? Alors, l'immigration, une fois de plus,
jusqu'à présent, elle n'a jamais été vraiment traitée comme elle aurait dû être. Aussi, il y a un amalgame terrible qui se fait avec même la religion musulmane ici en France, qui est une religion tout à fait correcte, comme je veux dire, il n'y a ni plus ni moins par rapport à d'autres religions. Je crois que l'immigration doit être traitée d'une façon humaine et non plus limitée à des relations diplomatiques ou alors à des relations et à des obligations stratégiques, peut-être liées à des accords géopolitiques. À partir du moment où nous faisons sauter l'entièreté, si ce n'est une grande majorité des accords géopolitiques existants, l'immigration va reprendre un renouveau en France, même pas un renouveau, un nouveau, parce que ça ne sera jamais fait comme ça au préalable. Les détails à 7 minutes, je ne les ai pas, mais je pourrais vous dire que dans l'année qui suivra l'élection, sur l'immigration, il va y avoir un changement radical qui va se faire. Toute personne en France qui rentre en France, à partir du moment où ils maintiennent un respect de notre République et que surtout rien n'est enlevé aux Françaises et aux Français pour recevoir nos étrangers, il n'y a aucun souci. Ma priorité reste bien évidemment les Françaises et les Français. Et maintenant, tout étranger qui arrive sur notre territoire, s'il est plaisant et s'il correspond à nos critères, et à partir du moment où il n'enlève rien aux Françaises et aux Français, au contraire, il sera le bienvenu. Merci. Le RDH se positionne-t-il en faveur du Frexit? Le RDH, déjà, c'est la sortie de l'Europe immédiate. Donc, et je peux vous dire que si la France quitte l'Europe, je donne une échéance de 24 mois que tout ça va se... Vous savez, l'Europe est tenue par un agenda qui n'est pas celui des travailleurs et non pas limité à la France. L'Europe, l'idée de départ est une très belle idéologie, mais aujourd'hui, c'est utilisé comme un bouclier sournois contre les intérêts, en particulier des travailleurs pauvres. Donc, on n'a rien à faire avec l'Europe, donc on sort de l'Europe, et ensuite, selon le positionnement des autres pays, nos relations diplomatiques et nos relations extérieures se feront par rapport au retour qu'on aura de ces pays-là, qui, eux, obligatoirement, devront, une fois de plus, s'aligner au cahier des charges. Je vais vous dire, peut-être que tout ce que je vous dis, pour certaines personnes, semble terriblement arrogant en ce qui concerne notre pays, mais ça ne l'est pas. À partir du moment où vous sortez du système, vous créez votre propre autonomie, votre propre souveraineté qui sera directement liée au peuple. Et ensuite, étant donné que c'est un pays très riche, la France, et sachant les comptes de notre pays qui sont à l'extérieur, quand on commence à récupérer nos dus et ce qui nous appartient, croyez-moi, la donne change totalement. Et même nos relations diplomatiques avec les pays européens vont elles aussi changer drastiquement. Alors, ce ne sera pas, on ne va pas parler d'une révolution parce qu'elle n'est pas faite avec les armes, mais ce sera par contre une vraie révolution géopolitique dans le monde si le RDH prend la France en avril 2022, ça je vous le garantis. Okay. Comment comptez-vous lutter contre la délocalisation? En prônant tout ce qui se passe en France et en apportant tout le soutien pour que tout reste en France. Une fois de plus, une question de moyens, une question d'argent. Aujourd'hui, c'est impossible à le faire. Et en plus, même s'il y avait l'argent, les accords géopolitiques qui sont entretenus par le gouvernement de l'ombre ne feront en rien de faciliter cette délocalisation. Je confonds des fois avec... Il me vient le mot en anglais. Et puis là, oui, voilà, merci Céline. Donc, on fera en sorte d'être bien chez nous et, comme je dis, de vivre la France. Donc, on fera en sorte de garder les bons penseurs et les bonnes idées chez nous et pour en faire en profiter aux autres. Parfait. On reste dans la finance. 95e question. Pensez-vous créer une banque nationale française avec notre propre système bancaire, notre propre monnaie? Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
mais ça peut être une possibilité. Moi, je crois que ce qu'il faut, il y a une chose que nous avons, qui est irréfutable et qui est acquise. C'est les banques de données pour la France. C'est Philippe Argillier qui est prêt à répondre s'il y a un appel des Françaises et des Français pour que je devienne leur chef d'État, sous un mandat révocatoire de 36 mois. Alors, si demain matin, d'autres hommes politiques commencent à sortir ce mandat révocatoire, sachez que je suis le premier à l'avoir fait. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais ce serait quand même pour rappeler d'où l'origine vient. Et donc, à partir du moment où cela se passe selon ces conditions, il devrait y avoir aucun problème. Mais plus spécifiquement, quel était votre... je veux répondre spécifiquement à votre question, Céline. Pensez-vous créer une banque nationale française avec notre propre alors oui, système et c'est pour ça bancaire? que j'en venais là. À ce moment-là, étant donné que la France sera prise en main par ce nouveau système, selon les retours, peut-être que ce sera nécessaire ou peut-être ça ne le sera pas. Donc, c'est une possibilité que je garde, mais aujourd'hui, je ne pourrais en rien vous dire oui ou non. Une fois de plus, c'est tellement nouveau ce qui pourrait se passer en France, selon les retours qui se feront de par les pays étrangers. Si une telle organisation devrait se positionner, si ce n'est une banque, comme vous le précisez, ben on le fera. Mais peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Une fois de plus, il faut savoir être patient à ce moment-là et voir comment la réaction des autres pays se fera. Très bien. Alors, la question suivante, elle est très vaste. Alors, bien évidemment, la réponse ne pourra pas être. Je pense que c'est plus une ligne de conduite, une direction que les gens veulent connaître de votre part, mais bien évidemment, vous ne pourrez pas nous faire une réponse très, très précise ce soir. Comment comptez-vous lutter contre le chômage? Le chômage, Vaste programme. là on est de retour avec De Gaulle. Hein. Mais bien sûr. Je vais vous dire, bien que c'est un élément clé de notre politique, ce chômage, mais une fois de plus, le chômage, et je ne vais pas faire un cours stratégique, car là, il me faudra beaucoup plus de temps, peut-être même des journées. Mais si je vous disais que même le taux de chômage, les chômeurs font partie d'un agenda qu'on entretient, qu'on maintient, le chômage aussi veut dire qu'il n'y a pas assez de travail pour celles et ceux qui cherchent du travail en France. La seule chose que je peux, moi, m'engager, c'est sur une chose. C'est qu'à partir d'avril 2022, si le RDH prend la France, y compris le chômage, tout va être affecté en mieux. Donc, pour le chômage, en mieux, ça veut dire moins de chômeurs. Et tout simplement car j'aurai la possibilité de lancer une économie, je ne dis pas relancer une économie, lancer une nouvelle économie pour la France, par la France et avec la France. Car là, on gère un pays d'une façon tout à fait autonome, avec des bonnes relations extérieures, mais non plus sous un bouclier européen et même géopolitique globale mondiale. Alors le chômage en lui-même sera positivement affecté avec l'arrivée au RDH en France, et ça je peux vous le garantir, au même titre que le SMIC. Alors tout ça semble peut-être un trop beau programme. Effectivement, hein, beaucoup de Françaises et de Français qui m'écoutent à cette minute, j'en suis sûr, doivent penser que certaines de mes idées font partie de l'utopie, du domaine du rêve, loin de là. Le problème, c'est que ce que vous vivez, vous, ce n'est pas du domaine du rêve, c'est ce que nous vivons, nous, c'est du domaine du cauchemar. Et ça, c'est un vrai domaine qui, malheureusement, peut perdurer si vous prenez les mauvaises décisions en avril 2022. Là, je viens de voir
Les sondages, maintenant, on met Pécresse face à Macron, etc. C'est tragiquement dangereux que les Françaises et les Français puissent encore réagir comme ça. Mais une fois de plus, il faut savoir pardonner car ils ne savent, la plupart d'entre eux, même pas au courant que le Rassemblement des droits de l'homme existe, de par la complicité de ces médias qui, eux, participent à un génocide en censurant le RDH, c'est-à-dire ils censurent leur liberté d'être et de penser, et en particulier leur sécurité. Une fois de plus, en censurant le Rassemblement des droits de l'homme. Merci. Alors, pour info, moi, je considère que c'est une excellente nouvelle ce que vous avez annoncé et que vous montrez, lorsque vous en parlez, un certain exercice et une certaine compétence qu'on ne peut pas nier. Donc, je considère que c'est une bonne nouvelle et que ce n'est absolument pas de l'utopie. Et je pense que beaucoup de ceux qui nous regardent aujourd'hui considèrent que c'est une très bonne nouvelle et vous font confiance à cet effet. Écoutez, je l'espère, Céline, et c'est sûr qu'on arrive très rapidement à l'échéance d'avril 2022. C'est vrai que moi-même, je ne suis qu'un être humain, j'ai des hauts et des bas. J'ai mis beaucoup d'espoir sur mon pays, en particulier en 2015. Ça fait 6 ans que je travaille dessus. Et je peux vous dire que certaines journées, plutôt certains soirs, car je me retrouve la nuit terriblement, je m'inquiète. Je m'inquiète non pas pour moi, car je n'ai aucune aspiration de faire une carrière politique et devenir un président de la République. La seule aspiration que j'ai, c'est vis-à-vis de moi-même et de l'engagement que j'ai fait pour mon pays et pour les Françaises et les Français, à savoir rendre une justice humanitaire et devenir leur chef d'État pour un moment court, un court moment. Et maintenant, à vous de voir si vous voulez, à ce moment-là, si vous voulez continuer ou pas. Mais voyant ce qui se passe en France, combien de fois il m'arrive de dire peut-être qu'on ne va pas y arriver. Peut-être qu'on ne va pas y arriver. Regardez, on a encore plusieurs dizaines de milliers de vues, mais on n'est pas sur des millions. Je ne suis pas sur TF1, alors que la seule personne qui devrait être sur TF1, avant même Emmanuel Macron, journal de 20 heures, c'est Philippe Argillier. Non pas pour moi, Philippe Argillier, mais tout simplement parce que ce que je représente pour vous, Françaises et Français. La seule personne qui devrait avoir la parole, c'est moi et personne d'autre. Ça semble arrogant. Ben, ça l'est peut-être en ce qui concerne les autres, mais pas pour vous, Françaises et Français. Car la seule personne qui a l'autorité de parler dans ce pays, c'est moi, parce que je connais les vrais dossiers. Et c'est la raison pour laquelle je suis encore censuré aujourd'hui. Et je peux vous dire, on arrive à la dernière ligne droite, donc je m'inquiète, oui. Une fois de plus, pas pour moi, parce que je sais que j'aurais fait tout ce que j'aurais pu faire avec les moyens que j'ai pour éveiller cette France et donner finalement cette opportunité unique qui se reproduira jamais, jamais. Et c'est vrai que quand j'ai des bas, je me dis peut-être qu'on ne va pas y arriver. Et vraiment, c'est à vous maintenant de faire en sorte d'y arriver avec moi, car depuis le départ, je vous l'ai dit, seul, je ne le ferai rien, je ne vais rien balancer comme dossier, car si je le faisais, ce serait pour moi uniquement et non pas pour vous, pour me faire plaisir moi-même, pour voir un gouvernement ou plusieurs gouvernements descendre, se faire descendre en quelques heures, pour ensuite avoir encore des gens du gouvernement de l'homme qui prennent la relève. Si c'était juste pour me faire plaisir, j'aurais fait depuis longtemps. Non. J'ai décidé de mettre toute cette expertise de dossier pour les Françaises et les Français sur un agenda spécifique qui est d'avril 2022. Soit une fois pour toutes, les Françaises et les Français comprennent bien cette information, y compris tous les regroupements collectifs, tous celles et tous ceux qui se battent même aujourd'hui et que je valide, j'admire cette lutte même des collectifs aujourd'hui qui se réunissent, qui se battent, qui, à travers certains porte-paroles comme Olivier, comme Jérémy Clément, etc. Tout ça, c'est très bien et bravo. Et je suis à 100% avec vous. Mais une fois de plus, sans le véhicule blindé, sans ce véhicule blindé, vous n'y arriverez pas. Et je ne dis pas ça pour moi. Seul un gouvernement peut faire face à un autre gouvernement. Et seul le Rassemblement des droits de l'homme est un gouvernement. Donc, c'est peut-être un appel que je fais encore maintenant
mais sachez que c'est pour vous, hein. Vraiment pour vous et pour moi, dans l'esprit où, si je réussis, j'aurais participé à une grande page d'histoire, si ce n'est un nouveau livre pour mon pays. Merci. Pensez-vous pouvoir réguler la hausse des prix dans la grande distribution et auprès des fournisseurs d'énergie? On est en hiver, les fournisseurs d'énergie, c'est quelque chose qui impacte beaucoup les Français. C'est aussi une priorité, Céline, totalement. À partir du moment où ce nouveau gouvernement arrive, ce sera des nouveaux rendez-vous qui seront pris, des nouveaux entretiens sur des nouvelles bases, avec un nouvel agenda, un agenda qui sera tout à fait nouveau, donc qui ne se sera pas vu précédemment. Donc tout ça fera en sorte que tout participe pour le bien-être des Françaises et des Français. Donc oui, priorité, les denrées de première nécessité, certaines même gratuites, l'énergie, le chauffage, bien évidemment. Vous imaginez aujourd'hui pour se chauffer ce que ça coûte? On est dans un délire total, même par rapport à l'année dernière. Donc tout ça est possible. Tout ça est possible. Pourquoi? Parce que le RDH, c'est un nouveau système. Ce n'est pas un nouveau parti politique qui arrive et qui reprend ce qui existe pour en définitive faire la même chose, peut-être sur une nouvelle étiquette, mais le résultat reste le même. Pire encore, ça augmente toujours. Ce que vous devez comprendre une fois pour toutes, c'est que, un, le RDH est une entité qui est un gouvernement en lui-même, et deux, que Philippe Argillier n'a aucun agenda personnel, une fois pour toutes, et qu'il est là uniquement pour rassembler justement toutes les forces positives et leur donner cet instrument qu'ils n'ont pas aujourd'hui, c'est-à-dire, je fais ça référence à la métaphore, à un véhicule blindé. Quand vous partez en guerre, ils ont des chars, il faut que vous ayez un autre char en face. Maintenant, si vous êtes assis sur votre Twingo, votre Renault Twingo, face à un char d'assaut, je dirais que le char a plus de chance. Voilà, en métaphore, c'est ça. Vous ne votez pas le RDH en avril 2022, vous resterez dans votre Twingo, Renault, même avec Pécresse et Macron, face au char d'assaut du gouvernement de Londres. Je vous le signe, hein. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Si vous voulez, on reprend rendez-vous en mai. Si Macron a repris, ce sera la même chose. Vous serez de nouveau dans les rues, au niveau des ronds-points, et ce sera reparti pour 5 ans. Pire. Parce que cette fois-ci, vous serez injecté. Donc, vous aurez encore plus d'éléments de leur côté en vous pour que vous subissiez encore plus, je ferai référence à leurs actes criminels. Ça donne pas envie. Ah, mais écoutez, Céline, je vais vous dire, c'est pas que ça donne pas envie. À un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça fait 3 ans que ça dure, 3 ans que je suis ici. J'ai plus vraiment. Je me répète à chaque fois. J'aimerais voir pas 15 000 vues, j'aimerais voir 400 000 vues, j'aimerais voir 30 000, 50 000 partages, j'aimerais voir 10 000 commentaires. Je ne les vois pas. Donc, je ne peux pas faire plus, hein. Je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Je ne suis pas un homme politique. Je suis arrivé sur la scène ici il y a 3 ans parce que je voulais aider les Gilets jaunes, car j'avais les moyens de le faire. On m'a enlevé toute possibilité de les aider par les leaders des Gilets jaunes eux-mêmes. Maintenant, j'espère que ces collectifs qui s'affairent à se mettre ensemble pour justement lutter contre ce gouvernement de l'ombre finissent par comprendre qu'ils peuvent garder leur étiquette, mais se réunir et se rassembler autour du Rassemblement des droits de l'homme et se rassembler autour de Philippe Argillier. Je ne peux pas plus leur dire et leur répéter. Sinon, rien ne se fera. Et ce que je vous ai décrit il y a quelques minutes, par contre, se fera. 5 nouvelles années, de nouveau, cauchemardesque et pire encore de ce que vous avez vécu. Je vous laisse apprécier. 98e question. Comment pensez-vous traiter la corruption politique et institutionnelle et les nombreux conflits d'intérêts? Mais je vais vous dire, la corruption politique, il ne va plus y en avoir beaucoup, hein. Déjà, des gens politiques avec Philippe Argillier en tant que chef d'État, ils vont être mal. Je les recevrai, on parlera.
Ils vont devoir trouver un nouveau langage, un nouveau dictionnaire aussi. Il va falloir qu'ils s'arrêtent s'écouter parler aussi. Car, vous savez, écoutez les hommes politiques quand ils vous parlent. Il y a une certaine façon de parler qu'ils ont appris à l'école, aux autres écoles. Par exemple, ils vous diront il est important. Ils se concentreront sur le est, alors qu'on dit il est important. Non, il est important. Vous savez, avec même les épaules bougent différemment pour certains. Donc, les politiques en France, avec le RDH au pouvoir et Philippe Argillet en tant que chef d'État, peut-être qu'ils vont devoir s'affairer à faire une autre politique, peut-être celle qui est vraiment ancrée sur l'humanité et sur les droits de l'homme et de la femme. Alors, leurs discours politiques resteront sur Faubourg Saint-Honoré, c'est la rue, vous savez, où on accède à l'Élysée, et une fois qu'on rentre à l'Élysée, on parlera humanitaire. Et qu'on ne fasse pas le cinéma de la politique. J'ai pas de temps à perdre, car mon temps, il sera plus que précieux, il est déjà à 7 minutes, car je représenterai à ce moment-là, en plus, l'intérêt des Françaises et des Français. Et on a déjà fait perdre assez de temps à ces Françaises et à ces Français, on a assez menti à ces Françaises et ces Français, on a assez abusé de ces Françaises et de ces Français. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je suis là pour permettre à la France de rendre ce que les Françaises et les Français ont donné à la France. Il faut que la France, maintenant, fasse ça, mais de l'autre côté. Il faut qu'ils rendent ce que la France rende aux Françaises et aux Français, ce que les Françaises et les Françaises et les Françaises et les Français ont donné à la France. Merci. Après votre élection, Philippe, allez-vous dissoudre l'Assemblée nationale? Peut-être. Elle se dissoudra peut-être par elle-même. Vous savez, je vais vous dire, quand un nouveau système arrive comme ça, beaucoup de gens vont partir par eux-mêmes. Car un, ils ne seront pas à la hauteur. Deux, ils comprendront que pour ce laps de temps que le RDH est à la tête de la France, tout ce qui est actif passera en neutre. Donc, je crois que ces institutions en elles-mêmes changeront au même moment où le pays sera pris en main par le Rassemblement des droits de l'homme. Donc, si nécessaire, elle sera dissoute. Si pas nécessaire, elle ne le sera pas. Une fois de plus, on n'est pas là pour créer un conflit, on est là pour rassembler. Donc, si les gens, à ce moment-là, sont assez intelligents, mais je peux vous dire, les gens politiques comprennent la dot très vite. S'ils comprennent que pour accéder encore et pour toujours avoir un semblant de pouvoir, il faudra, cette fois-ci, partager les vraies valeurs humanitaires que partage le Rassemblement des droits de l'homme, ils le feront. Donc, si intérieurement, ils ne sont pas vraiment positionnés sur l'humanitaire, mais leurs actions le prouvent, on fera en sorte de les accepter. Très bien. On arrive à la 100e question. Quel est le montant que vous estimez pouvoir récupérer à l'étranger? Alors, pas à la virgule près, hein. C'est une fourchette, je pense, hein. On ne nous a pas demandé un chiffre très, très précis, hein. Ben, je me laisse cette réponse le jour où si je deviens chef d'État. Je ne vais pas tout donner quand même. Je ne vais pas tout donner parce que je peux au moins me garder une partie de plaisir, non? Oui, mais peut-être que ces gens qui ont posé cette question, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont posée, se demandent si ce sera suffisant pour subvenir à tous les besoins auxquels vous souhaitez répondre lorsque l'on survole toutes ces questions. Ce le sera, et en plus, rappelez-vous qu'il y a sur le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme un retrait des troupes très important, un remaniement des accords géopolitiques très important, basé sur l'historique de nos banques de données et nous en tant que consultants. Donc c'est sûr que les montants sont énormes. Et dites-vous bien que je ne me serais jamais engagé à faire tout cela si je n'avais pas les chiffres en main. Sinon, ce serait n'importe quoi. Donc, je ne vais pas aujourd'hui donner les montants, mais je peux vous dire que tout ce que je m'engage à faire au travers du Rassemblement des droits de l'homme, financièrement, c'est que je peux le faire au travers de la France. Alors, je vous rappelle que les consultants, ce sont ceux qui tiennent les comptes. Et peut-être on a tenu certains de vos comptes, vous contribuables françaises et français, donc on sait très bien ce qu'il y a en dehors des frontières. Alors, on vous laisse nous faire la surprise. Alors, par rapport à ces accords géopolitiques, merci, je vous en prie, je vous en prie. Par rapport à ces accords géopolitiques, justement. Si je serais en position de vous faire cette surprise, parce que peut-être je ne serai pas.
Mais si, tout à fait, vous en faites pas, nous on y veille. Comment reconsidérer les accords géopolitiques de la France en faveur des Français? 60% de ces accords ont déjà été parfaits, refaits, et depuis 6 ans en arrière. Ma seule priorité, quand j'ai décidé de quitter mes activités de consultant, ça a toujours été très clair. Premièrement, ça a été une décision personnelle basée sur une expérience personnelle que j'ai vécue et qui a remis en question l'entièreté de ma réalité à titre privé. Et je me suis dit, le jour où je pourrais rendre aux Françaises et aux Français ce que j'ai pu apprendre pendant 15 ans, ce serait le plus bel héritage qu'à ce moment-là que je pourrais moi-même remettre à mes enfants. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est une affaire qui est très personnelle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai une motivation qu'on ne trouvera nulle part ailleurs avec un homme politique. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas? Vous avez répondu à notre question, à leur question. Et alors la dernière question qui nous tient vraiment tous à cœur, habitants de petites communes notamment, c'est une question double, hein, dans une seule. Souhaiteriez-vous redonner une autonomie de pouvoir aux élus locaux, même des toutes petites communes? Mais Et totalement. souhaiteriez-vous, Oui. je vous donne la deuxième partie, ou comme vous voulez déjà répondre là? Oui, je réponds à ça totalement. D'ailleurs, ça fait partie du même principe de nos lives avec les Dom-Tom, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupéens, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est d'où l'arrogance du gouvernement de l'ombre à Paris, l'exécutif pensant qu'ils connaissent tout et qu'ils savent tout. Non, de la plus petite commune, ils doivent avoir leur autonomie. C'est eux qui doivent gérer et c'est à eux de nous remettre leur dossier et à nous de faire en sorte de les aider. Mais on ne peut en rien connaître ce qui se passe dans ces communes si on ne vit pas dans ces communes. Donc bien oui, je confirme, redonner une autonomie complète à ces maires qui, eux, pourront enfin gérer leur commune ou leur ville d'une façon acceptable et d'une façon dont celles qui les ont élus soient finalement satisfaits de leur gestion. Eh ben, c'est la deuxième partie de la question, justement. Les administrés souhaiteraient quand même avoir un lien et un vrai partenariat qui existerait entre la population donc, et les élus locaux. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Est-ce que ça sera aussi une priorité de ne pas les laisser gérer sans considérer la population locale? Écoutez, c'est très simple. Schématiquement, avant qu'on accède à Paris, on va commencer par le plus petit village. Ensuite, ça va être une plus petite ville qui va devenir une ville moyenne, une grande ville, puis une très grande ville. Et puis après, on passe au département, commune, etc. Et puis, on en arrive finalement à Paris. C'est ça le rassemblement des droits de l'homme. On commence par le départ. Gouvernement de l'ombre, on commence par Paris. Et ensuite, on donne les instructions. Non, rassemblement des droits de l'homme, c'est la machine, 180 degrés à l'opposé. On commence par l'origine, c'est-à-dire du plus petit village. C'est à lui, ce tout petit maire, une commune de 40 habitants, de me dire ce qu'il a besoin. Dites-vous bien que le maire d'une ville de 40 habitants, maire de Lyon ou maire de Nice, pour moi, c'est la même chose. Sauf que le nombre est différent. Mais les priorités restent les mêmes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le maire qui a 40 élus, je veux dire pas 40 élus, 40 résidents dans son village, c'est 40 êtres humains. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a 400 000 ou 1 million d'êtres humains en plus sur une autre ville que je ne dois pas m'occuper des 40 dans le petit village. Alors, on commencera par le petit village. Et ensuite, on montera pour finalement arriver à Paris, qui, lui, Paris, est là pour quoi faire? Pour répondre aux besoins. Non pas les élus qui doivent répondre aux besoins de Paris. C'est Paris qui doit répondre aux besoins des petits élus. Et c'est comme ça qu'on remettra une justice humanitaire en commençant par notre pays. Donc oui, une autorité qui leur seront données et moi-même, une communication totale avec l'exécutif, mais qui sera là pour les aider, les épauler et peut-être parfaire leurs projets et améliorer même ce que eux veulent faire de leur village et de leur commune et de leur ville.
Mais ce ne sera pas à moi et ce ne sera pas à Paris ou au ministère de décider en leur nom. Non, non. Je vous rappelle, le RDH, c'est la souveraineté du peuple. Donc, c'est le peuple qui décide. Et l'exécutif est là uniquement pour répondre aux besoins du peuple. Et non pas le peuple qui doit répondre encore aujourd'hui, plus que jamais, aux priorités de l'exécutif. Et ce sera mon dernier message que je donnerai ce soir. Je voudrais m'adresser surtout aux plus démunis aujourd'hui en France, à celles et ceux qui pensent qu'ils ne sont rien dans ce pays parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils n'arrivent pas à se chauffer, parce que quand ils sont à Auchan, ils ont un budget de 36 € et ils doivent nourrir une famille de 4-5. Pensez-vous bien, ce sont des gens qui aujourd'hui ont même du mal à manger ou à se chauffer. Alors on est loin de leur passer le message qui sont importants. Alors moi je m'adresse à ces gens-là aujourd'hui. C'est pas que vous êtes importants, c'est que vous êtes les fondations de notre pays. C'est à vous que je m'adresse. Et par contre, à tous ces Bernard Arnault, à ces Pinault, à ces Bolloré, à toute cette catégorie de gens, j'ai rien à leur dire à eux. Parce que malheureusement, je les connais assez bien de par leurs activités. Et les activités en elles-mêmes, ce qu'ils font, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les tout petits. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les tout petits sont les plus grands dans notre pays. Et c'est ça que le RDH. C'est ça le message du RDH. Et c'est ce message que j'adresse à la veille de Noël. À tous ces gens qui sont dans la misère. Ben, vous ne l'êtes pas dans mon cœur. Vous ne l'êtes pas au sein du Rassemblement des droits de l'homme. Et croyez-moi, je suis authentique dans ce que je dis. Je vous aime profondément et je souffre pour vous. Malheureusement, je n'ai aucune possibilité à titre privé de pouvoir tous vous aider. C'est impossible. Mais je pourrais le faire en avril 2022. Vos priorités sont les miennes. Et j'entends terminer cette misère dans ce beau pays qui est le nôtre. Car c'est vous la force de frappe. C'est vous le peuple, la force de frappe. C'est vous les gens les plus démunis qu'on doit écouter, qu'on doit respecter. Car c'est vous les poumons de notre pays, le cœur de notre pays. C'est pas l'exécutif, sachez-le. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour vous, uniquement pour vous. Et même dans ces périodes de Noël, où je sais la vie à cette minute pour les jours qui arrivent, vont être très difficiles parce que l'amour est là, mais l'argent n'y est pas. J'ai même entendu certains membres de ma communication qui m'ont dit que le budget par enfant était de 20 €. Et encore, on achetait des jouets d'occasion pour 20 €. C'est plus possible, ça. Je reçois énormément de courriers, dont une dame qui a une 60aine d'années, qui doit chauffer à la bougie ses habits le matin parce qu'il fait 12 degrés dans sa maison, parce qu'elle ne peut pas chauffer. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est arrêter le chauffage à l'Élysée et à Matignon, et on va commencer à mettre le chauffage à ces gens-là. C'est ce qui doit être fait. Et en tout cas, je peux vous dire une chose, que ma priorité absolue, une fois pour toutes, et sachez-le, est directement concentrée aux plus démunis dans notre pays. Et je vous le rappelle, c'est pas que vous n'êtes rien, vous êtes tout pour la France. Tout pour la France. Et je suis là pour vous. Voilà Céline, c'était mon message de Noël que je voulais adresser parce que je sais que c'est la Noël, le jour de l'an, donc on doit tous être heureux, on doit tous fêter, tout va bien, mais on ne peut pas dire que tout va bien quand tout va mal. Heureusement, la famille est là et malheureusement, des fois, la famille, très souvent, est très affectée par cette situation et on nous a rajouté maintenant le pass vaccinal, peut-être, pour le début de l'année. Donc, dans ce contexte des plus difficiles, il y a au moins une entité qui ne bouge pas. Et vraiment, elle ne bouge pas. C'est le Rassemblement des droits de l'homme. C'est une grande maison. Il fait chaud.
on peut manger au Rassemblement des droits de l'homme, on peut se nourrir, on peut se loger. C'est votre maison, c'est votre France, pour que finalement vous puissiez vivre la France. Voilà mon message de Noël, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Céline? Oui. Bonne soirée, Philippe. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour vos réponses si claires et si franches. C'est moi qui vous remercie, Céline. Malgré tout, Excellent. très bonne fête à toutes et à Yes. tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.